Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres développés dans ce 19h. Le président de la République a reçu ce lundi l'imam de la mosquée Al-Aqsa, Cheikh Ikrima, Sayyid Abdallah Sabri, qui effectue une visite en Algérie. Le président de la République a reçu ce lundi les lettres de créance accréditant 5 nouveaux ambassadeurs. On les écoutera dans ce journal. Retour dans cette édition sur l'entretien accordé par le président de la République au journal français L'Opinion. Plusieurs questions à l'ordre du jour, notamment les relations algéro-françaises. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les réparations relatives aux explosions nucléaires par la France dans le sud de l'Algérie sont indispensables pour la reprise de la coopération bilatérale. À l'étranger, situation socio-économique instable au Maroc, ce qui accentue les tensions sociales et alimente la colère de la population. On en parle dans ce journal. Bienvenue à tous. Nous le disions à l'instant, le président de la République a reçu ce lundi l'imam de la mosquée Al-Aqsa, Cheikh Ikrima Sayyid Abdallah Sabri, qui effectue une visite en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du recteur de Jama'a Al-Jazair, Mohamed Ma'moun Al-Qassimi Al-Husseini, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires religieuses, des Zaouïas et des écoles coraniques, Mohamed Hassouni, et du président du Haut Conseil islamique, le Cheikh Mabrouk Zaid El-Khair. À cette occasion, l'imam de la mosquée Al-Aqsa a remis au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un cadeau symbolique consistant en un fragment de pierre du dôme du rocher à Al-Aqsa, en reconnaissance de ses efforts et en considération de ses positions immuables en faveur de la cause palestinienne. Et au terme de l'audience, l'imam de la mosquée Al-Aqsa a salué la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne. L'Algérie qui a toujours soutenu, a-t-il dit, la cause palestinienne depuis 1948. Il a également salué les efforts d'Alger au sein du Conseil de sécurité pour faire entendre la voix des Palestiniens. Je vous propose de l'écouter. كان هذا اللقاء هو أول لقاء مع سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وكان في الحقيقة هو لقاء أخوي حميم صادق كصدق الجزائر. Cette rencontre, la première avec son Excellence le président Abdelmadjid Tebboune, était réellement fraternelle, chaleureuse et sincère, à l'image de la sincérité de l'Algérie envers la Palestine. Nous avons transmis à son Excellence la position du peuple palestinien qui aime l'Algérie comme l'Algérie aime la Palestine. Le président de la République a exprimé sa disposition à répondre à nos requêtes concernant la ville d'Al-Quds et la mosquée Al-Aqsa. Notre visite ici en Algérie était imprégnée de l'histoire de la Palestine et des liens historiques liant l'Algérie à la Palestine. Une étape importante de notre visite, notre passage à la Zaouïa de Sidi Boumediene, qui est un exemple parfait des liens de solidarité entre les deux peuples. L'Algérie a toujours eu une position ferme et immuable envers la question palestinienne qui n'a jamais changé de 1948 à nos jours. Je voudrais également remercier l'Algérie pour ses positions au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie qui a fait de cette question une priorité à travers ses plaidoyers dans cette tribune internationale. Que Dieu préserve l'Algérie, son peuple et son président. وهو منبر عالمي ليسمع العالم عن فلسطين من خلال موقف الجزائر. وبارك الله في الجزائر وفي رئيسها وأمد الله في عمره وأنعم على هذه البلاد بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام. Nous en parlions en titre. Le président de la République a reçu ce lundi les lettres de créance accréditant 5 nouveaux ambassadeurs en Algérie. Abdelmadjid Tebboune a reçu notamment les lettres de créance de l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Alexei Solomatin. سعادة السفير أليكسي سولوماتين سفير روسيا الاتحادية. السيد الرئيس
أتشرف بتسليمكم أوراق الاعتماد التي يعينني فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بصفتي سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. L'ambassadeur russe a affirmé que l'Algérie était un pays ami de la Russie, soulignant la détermination de son pays à approfondir les relations de coopération bilatérale dans différents domaines. Je vous propose de l'écouter. J'ai présenté mes lettres de créance au président de la République algérienne démocratique et populaire Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie est un pays ami pour la Russie. Je ferai mon possible durant mon mandat ici en Algérie pour renforcer et approfondir davantage les relations bilatérales dans divers domaines. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de l'ambassadrice de la République de Guinée équatoriale, Gertrudine Sang Ngang Nsuga. سعادة السفيرة خرترودس نساندون سوغا سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre la lettre de créance par laquelle son Excellent Obiangema Mbazor m'accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale auprès de la République algérienne démocratique et populaire. La nouvelle ambassadrice de la République de Guinée équatoriale auprès de l'Algérie a affirmé que son pays souhaite continuer à travailler pour renforcer le cadre de coopération bilatérale avec l'Algérie au mieux des intérêts communs des deux pays. Je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité pour exprimer ma joie et ma fierté à l'occasion de cette journée spéciale pour les relations diplomatiques qui unissent nos deux pays. J'ai eu l'honneur de présenter aujourd'hui mes lettres de créance au président de la République algérienne démocratique et populaire. Je tiens à réaffirmer à cette occasion justement l'excellence des relations qui unissent nos deux pays. La Guinée équatoriale a toujours œuvré et continuera à œuvrer au renforcement du cadre de la coopération bilatérale dans l'intérêt de nos deux pays et de nos deux peuples, notamment dans le cadre de l'axe de la coopération sud-sud. Autre audience également au cours de laquelle le président de la République a reçu les lettres de créance accréditant l'ambassadeur de la République de Moldavie, Eugeniu Revenko, en Algérie. سعادة السفير أجان ريفينكو سفير جمهورية مولدافيا. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance de la part de Son Excellence, la Présidente de la République de Moldavie, qui m'accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de mon pays auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Merci. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, enchanté de vous. L'ambassadeur de Moldavie a affirmé que les relations bilatérales sont fondées sur le respect et le dialogue. Écoutons-le. Très honoré d'avoir remis la lettre de créance par lesquelles Son Excellence Maia Sandu, la présidente de la République de Moldavie, m'accrédite en tant qu'ambassadeur auprès de la République algérienne populaire et démocratique. J'ai eu un entretien très chaleureux que m'a offert Son Excellence, Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, et dans le cadre de laquelle on a discuté des affaires bilatérales entre la Moldavie et l'Algérie. Nos pays entretiennent des relations amicales fondées sur des principes de respect mutuel,
et de dialogue. Les deux pays partagent un engagement envers la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable. L'objectif prioritaire de la politique étrangère moldave, c'est l'adhésion à l'Union européenne, c'est la politique d'intégration européenne et le maintien de la paix et le retour de la paix dans notre région. Mais nous avons aussi discuté également sur le renfort des relations bilatérales avec les partenaires étrangers des diverses régions du monde. Et particulièrement avec l'Afrique du Nord et l'Algérie en tout particulièrement. Bien que les relations diplomatiques entre nos pays aient été établies il y a 30 ans, la coopération bilatérale a encore un grand potentiel à être développée. Nous sommes ouverts pour la promotion du dialogue politique entre nos deux pays et le renforcement de la coopération. Le but de mon mandat est en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Moldova en Algérie, est d'animer les liens moldavo-algériens, accroître le niveau bilatéral des contacts en matière politique, économique, commerciale, énergétique, agro-industrielle, sanitaire, pharmaceutique, académique particulièrement. Donc je profite de cette occasion pour mentionner que la République de Moldova souhaite de poursuivre et élargir ses relations avec l'Algérie dans un esprit de partenariat bénéfique pour les deux pays. Merci beaucoup pour votre attention. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de l'ambassadeur du Royaume du Cambodge, Uk Saun. Regardez. Uk Saun, سفير مملكة كمبوديا. Mr. President, I have the honor to present to you the letter of credence by His Majesty Praban Rodam Praboromanet Rodam Ceremony appointed me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Cambodia to the People's Democratic Republic of Algeria. L'ambassadeur cambodgien a affirmé la poursuite des efforts pour le renforcement de la coopération bilatérale. Je vous propose de l'écouter. Thank you. I am Je suis Uk Saun, ambassadeur du Cambodge et représentant du roi auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Je suis très heureux de présenter mes lettres de créance aujourd'hui. L'Algérie est un très beau pays. Un pays développé dans tous les domaines. Tout au long de mon mandat ici, je m'engage à œuvrer sans relâche au renforcement des relations de coopération entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples. Nous allons coopérer sur les plans bilatéral et multilatéral sur les questions internationales. Enfin, je voudrais souhaiter davantage de réussite au gouvernement algérien et la prospérité au peuple. Et le chef de l'État a également reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Rwanda, Dan Munyuza. سعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا. Good afternoon, Mr. President. I'm happy to present you the letter of credence from His Excellency President Paul Kagame to Your Excellency appointing me as the ambassador of Rwanda to the People's Democratic Republic of Algeria. L'ambassadeur rwandais a affirmé que les relations entre Alger et Kigali sont des relations fraternelles, tout en affirmant l'importance de la poursuite des efforts pour l'approfondissement des échanges entre les deux pays dans tous les domaines. Écoutons-le. I'm happy to have
Je suis très heureux d'avoir présenté au président Abdelmadjid Tebboune mes lettres de créance pour représenter mon pays, le Rwanda, dans votre grand pays. J'œuvrerai à renforcer davantage les relations bilatérales entre le Rwanda et l'Algérie. De profonds liens fraternels et historiques nous unissent et nous pourrons échanger nos expériences dans divers domaines. J'invite les Algériens à visiter le Rwanda et ils pourront avoir le visa d'entrée à leur arrivée. Je m'engage à renforcer nos relations bilatérales pour les hisser à un niveau supérieur. The same history, and there is a lot we can learn from each other. Rappelons que la cérémonie de présentation des lettres de créance des 5 ambassadeurs s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Oualem Boualem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu un appel téléphonique du président du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, le général d'armée Charles Brown, lors duquel les questions d'intérêt commun ont été évoquées. Cet entretien intervient suite à la signature en Algérie, le 22 janvier 2025, du mémorandum d'entente dans le domaine de la coopération militaire entre les deux pays par le général d'armée Saïd Chengriha du côté algérien et le général d'armée Michael Langley, commandant de l'Africom du côté américain. Les deux parties ont fait part de leur volonté commune de consolider le lien de coopération militaire bilatérale. Les discussions ont également constitué une opportunité pour les deux parties d'aborder le contexte régional et international actuel. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. Le président de la République a affirmé lors d'un entretien accordé au quotidien français L'Opinion que les déclarations hostiles de politiques français à l'encontre de l'Algérie ont engendré un climat délétère qui a contribué à la détérioration des relations algéro-françaises. Il a affirmé dans ce contexte que les réparations relatives aux explosions nucléaires et à l'utilisation d'armes chimiques par la France dans le sud de l'Algérie est un sujet indispensable pour la reprise de la coopération bilatérale. Au sujet des questions internationales, le président Tebboune a affirmé que l'Algérie demeure constante dans ses positions fidèles aux principes de non-ingérence et non-alignés, tout en rappelant que l'Algérie est une force régionale qui garantit la stabilité en Afrique. Le président de la République, qui s'est longuement confié à l'Opinion, a assuré par ailleurs que l'Algérie est dans la réaction avec le Maroc. Les détails avec Yasmine Saudi. Dans son entretien accordé au journal L'Opinion, le président de la République a envoyé des messages clairs et forts. Il a affirmé que le climat avec la France était devenu délétère et que l'Algérie perdait son temps avec Macron. Décrivant les tensions comme n'étant plus de simples fluctuations diplomatiques, mais ayant pris un tournant qui pourrait refaçonner entièrement les relations bilatérales. Le président de la République a critiqué les tentatives de la France d'expulser un influenceur algérien, les qualifiant de coups politiques contre l'Algérie. Il a indiqué que Paris poursuivait des activistes algériens sur les réseaux sociaux tout en accordant protection et asile aux criminels et aux saboteurs. Le président de la République n'a pas répondu directement aux politiciens français qui prétendent que l'Algérie est isolée, se contentant de qualifier ces déclarations de risibles. Quant à l'affaire Sansal, le président de la République a affirmé qu'il s'agissait d'un problème pour ceux qui l'ont créé, précisant que l'intéressé reçoit des soins et reste en contact avec sa famille. Au volet mémoire, le président de la République a insisté sur le fait que l'Algérie n'accepterait pas les tentatives d'effacer les crimes coloniaux, exigeant que le dossier de la décontamination des sites nucléaires soit traité sérieusement par la France et qu'elle considère cela comme un engagement moral et politique. Avec fermeté, le président de la République a réaffirmé l'engagement de l'Algérie envers les principes de non-alignement et de non-ingérence dans les affaires internes des États. Il a également précisé que l'Algérie entretenait d'excellentes relations avec les pays du bassin méditerranéen, et ce, dans le domaine de l'investissement et du commerce. L'Algérie, qui est considérée comme une force stabilisatrice en Afrique, joue un rôle clé dans la résolution des conflits dans la région, a ajouté le chef de l'État. Concernant les relations algéro-américaines, le président de la République a affirmé que l'Algérie avait toujours maintenu de bonnes relations avec Washington, soulignant que les États-Unis avaient été le premier pays à porter la question algérienne devant les Nations Unies pendant la guerre de libération nationale. À ce sujet, le chef de l'État a rappelé qu'une ville américaine porte le nom d'un héros national, l'émir Abdelkader,
en hommage à la lutte de cette figure emblématique de l'histoire nationale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné également que les plus grands projets en Algérie, notamment dans le secteur des hydrocarbures, ont été réalisés en collaboration avec les États-Unis. Concernant la Syrie, l'Algérie a fait face à des objections lorsqu'elle a œuvré pour son retour au sein de la Ligue arabe en 2022, a rappelé le président de la République, affirmant qu'elle a toujours rejeté les massacres contre le peuple syrien et l'a fermement fait savoir à l'ancien président syrien, soutenant le dialogue politique comme solution à la crise. Concernant la crise ukrainienne, la position de l'Algérie a toujours été le rejet des 2 poids 2 mesures dans la politique internationale. Le chef de l'État s'est interrogé de la raison pour laquelle l'intervention russe avait été condamnée alors que l'occupation du Golan et du Sahara occidental est passée sous silence. Il a révélé que l'Algérie avait tenté une médiation entre l'Ukraine et la Russie, mais que Kiev n'avait pas répondu. Le président Tebboune a également abordé les relations avec la Russie et la Chine, ainsi que la situation au Sahel, affirmant que l'Algérie refuse toute politique de double standard dans les affaires internationales. Il a précisé que l'Algérie ne soutient aucun groupe terroriste au Mali, mais cherche uniquement à instaurer la paix. Le président de la République a ajouté que l'Algérie refusait la présence de mercenaires à ses frontières et qu'elle en avait informé la Russie. Il a aussi évoqué les investissements croissants de la Chine en Algérie, notamment dans les domaines de la technologie et des industries modernes. Concernant les relations algéro-tunisiennes, le président de la République a affirmé que l'Algérie soutenait économiquement la Tunisie autant que possible, soulignant que la Tunisie avait soutenu l'Algérie pendant la révolution de libération et méritait donc toute l'aide et le soutien nécessaires. S'agissant de la cause palestinienne, le président de la République a affirmé que la position de l'Algérie sur la cause palestinienne restait inflexible et inaltérable, rejetant toute tentative de surenchère. L'Algérie soutiendra la Palestine jusqu'à la restitution totale de ses droits, a rappelé le chef de l'État, réaffirmant son soutien aux droits du peuple palestinien à un État souverain et pleinement reconnu dans le cadre d'une solution à 2 États. Le chef de l'État a également abordé les relations algéro-marocaines, rappelant que le Maroc avait été le premier à porter atteinte à l'unité de l'Algérie en 1963, seulement 9 mois après l'indépendance, ce qui avait causé la mort de 850 martyrs, ajoutant que le voisin de l'Ouest n'avait reconnu la Mauritanie qu'en 1972, ce qui reflète ses visées expansionnistes. Le président de la République a affirmé que l'Algérie a toujours été dans la réaction face au Maroc et qu'elle avait interdit le survol de son espace aérien par les avions marocains en raison des exercices militaires conjoints avec l'armée sioniste à ses frontières. Toutefois, il a insisté sur le fait que le peuple marocain est un peuple frère, affirmant qu'il mérite mieux, mais que les politiques expansionnistes du royaume créent constamment des tensions. Abordant le volet des réformes politiques et économiques en Algérie, le président de la République a annoncé que son second mandat serait la phase finale des réformes engagées, avec un accent mis sur la révision des lois relatives aux partis politiques, aux élections et à l'administration locale. Il a affirmé que l'Algérie aspire à devenir un pays émergent d'ici 2027, avec un PIB dépassant les 400 milliards de dollars. Parmi les grands projets en cours, il a mentionné la construction de 3,5 millions de logements, le renforcement de la sécurité hydrique et la réduction de la dépendance aux importations. Enfin, le président de la République a conclu en déclarant qu'il n'avait pas l'intention de rester au pouvoir indéfiniment et qu'il respectera la Constitution qui limite le mandat présidentiel à 2 mandats. Son objectif, a-t-il souligné, est de laisser une Algérie économiquement et politiquement forte, capable de prendre ses décisions en toute indépendance. Et dans le volet coopération, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi le directeur du programme Afrique à Chatham House, Alex Vines, lors de la rencontre des 2 parties. Les 2 parties ont échangé les points de vue et les analyses sur les différents enjeux auxquels fait face le continent africain, notamment la région du Sahel, et ont examiné les moyens de coopération entre Chatham House et l'Institut diplomatique et des relations internationales relevant du ministère des Affaires étrangères.
Abdelkrim Bouzred a pris ce lundi ses fonctions de ministre des Finances en remplacement de l'Aziz Fayed, dont le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a mis fin aux fonctions hier. La cérémonie de passation de pouvoir entre Fayed et Bouzred s'est déroulée au siège du ministère des Finances en présence de nombre de directeurs de structures du ministère. Avant la nomination, Bouzred occupait le poste de secrétaire général du ministère des Finances depuis octobre 2022. Il a également été directeur général du Trésor et de la comptabilité au même ministère. Cérémonie de passation de pouvoir également au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Wassim Kouidri a pris ses fonctions ce lundi à la tête du ministère de l'Industrie pharmaceutique après sa nomination hier par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. La cérémonie de passation de pouvoir entre Kouidri et Fouad Hadji, qui occupait le poste de ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la production pharmaceutique, s'est déroulée en présence des cadres du secteur et des responsables des établissements sous tutelle. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a souligné ce lundi que les mesures adoptées récemment par les pays de l'OPEP+ ont permis d'assurer la stabilité du marché pétrolier international au profit des producteurs et des consommateurs. Arkab, qui s'exprimait à l'issue de sa participation aux travaux de la 58e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP non-OPEP, tenu par visioconférence, a indiqué que les ministres du GMMC ont procédé à un échange de points de vue sur la situation actuelle du marché pétrolier et ses perspectives d'évolution dans les domaines à venir. Il ressort clairement que la conjoncture actuelle exige une vigilance accrue et un engagement total en faveur du respect de nos décisions collectives et volontaires de limitation de nos productions, a-t-il conclu. C'est une page longtemps occultée par la France coloniale, celle du pillage massif des richesses des anciennes colonies, notamment l'Algérie. Exemple édifiant dans la construction d'un monument emblématique de la France, en l'occurrence la Tour Eiffel. Plus de 10 000 tonnes de minerais de fer ont été extraites de mines de Zekar et de Ruina près de Miliana, puis transformées dans des usines sidérurgiques de Paris pour ériger cet édifice. Yamina Saïchi. Les mines de Zekar et de Ruina, près de Miliana, témoignent d'un pillage colonial massif des richesses du pays. Plus de 10 000 tonnes de minerais de fer y ont été extraites, puis transformées dans des usines sidérurgiques de Paris, en 18 000 pièces métalliques et 2,5 millions de rivets, contribuant ainsi à la construction de la Tour Eiffel. Gustave Eiffel a choisi la région de Miliana et de Ruina en raison de la faible teneur en soufre et de la richesse en fer de son minerai, idéal pour son exploitation. Le fer extrait a été expédié vers la France où il a été transformé. Pourtant, la presse française s'est empressée de nier l'origine algérienne de ce matériau, attribuant la fourniture à l'entreprise Dupont qui a inscrit la mention « fer français » en bas des documents officiels et en bas de la Tour Eiffel. Certes, le fer était travaillé en France, mais sa véritable origine est bel et bien algérienne. La première autorisation de concession minière a été octroyée en 1872 et s'est poursuivie de 1906 jusqu'en 1958, durant lesquelles des milliers de tonnes de fer ont été extraites et expédiées vers la France. L'exploitation et le pillage des mines nécessitaient l'extraction de plus de 22 wagons de minerais par jour, et ce, avec des moyens rudimentaires et une main-d'œuvre exploitée. Un travail dangereux mené dans des conditions inhumaines où aucune mesure de sécurité n'était garantie. Nous avions pour mission d'extraire plus de 20 tonnes de fer avec des moyens rudimentaires et en un temps record.
Lorsque les ouvriers creusaient les galeries, certains sont morts ensevelis, vivants, lorsque la terre s'effondrait sur eux. D'autres ont perdu leurs jambes dans des accidents tragiques, victimes de conditions de travail inhumaines et de l'absence totale de sécurité. Ce monument, symbole de la fierté française, est en réalité le fruit du pillage et de l'exploitation de la France coloniale des richesses naturelles de l'Algérie. Même constat dans les autres colonies africaines où la France coloniale a exploité pendant de longues années leurs ressources naturelles. Paris a même poursuivi l'exploitation des richesses de ces territoires après leur indépendance et a maintenu sa présence militaire dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, les voix de la société civile, comme ceux des gouvernements, se lèvent pour y mettre un terme. Sabrina Kishrout. L'Afrique est en passe de tourner une bonne fois pour toutes les pages de sa colonisation par la France. Un chapitre où les revers se succèdent pour l'ancien colonisateur. Dans un mouvement d'accélération, les voix en faveur du départ des troupes françaises d'Afrique se multiplient. Un signe certain que les plaques tectoniques géopolitiques ont bougé au bénéfice d'une Afrique pleinement indépendante. Depuis les années 90, avec le multipartisme en Afrique, plusieurs voix se sont élevées pour remettre en cause la présence de la puissance coloniale, ou si vous préférez, de l'ex-puissance coloniale, notamment dans la passation des marchés, notamment dans les aides, la gestion de la dette, les élections présidentielles et aussi la collaboration, si vous préférez, la coopération militaire. Je tiens quand même à dire que 100 ans après l'abolition de l'esclavage, le 23 mars 1946, c'est la France qui a continué avec le travail forcé. Et on en a souffert. On en porte encore, je vous ai dit, les séquelles du travail de la France. Il faut apprendre de notre histoire. Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ce sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, deux autres pays stratégiques pour l'influence française, qui ont décidé de mettre fin à la présence militaire tricolore sur leur territoire, présence qui aura tant appauvri le continent au profit d'une France bien portante et aujourd'hui ingrate et amère, quand au final, cette présence a coûté aux États concernés sans retour satisfaisant, notamment sur la question terroriste. Comment comprendre que la France soit restée au Mali pendant pratiquement 10 ans sans pouvoir neutraliser le terrorisme dans la bande sahélienne? C'est la question que tout le monde se pose. Dès lors, des procès d'intention ont été faits à la France, comme quoi la France ne voulait pas du tout neutraliser le terrorisme. Après les indépendances officielles, l'ancien colonisateur, berceau des théories racistes et plaque tournante du commerce triangulaire, a perpétué sa domination sur l'Afrique, notamment via le franc CFA. Cette monnaie coloniale dont la France perçoit la garantie continue d'enfermer 14 pays africains dans la dépendance. Créée en 1945 pour contrôler le coût des matières premières africaines, elle a institutionnalisé une continuité injuste et coupable au bénéfice de Paris, contre les États concernés. Les pays récemment sortis de ce système ont fait face à moult difficultés pour au final s'en libérer et s'allier. C'est une victoire d'étape. Oui. Il y a plusieurs reproches qui sont formulés contre, n'est-ce pas, la CEDEAO, qui n'a pas été capable de gérer diverses crises au sein de la communauté. C'est des crises quelquefois planifiées par l'impérialisme occidental, notamment français. Vos richesses et vos réserves et ce que vous avez nous appartient. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Si vous nous remboursez un petit peu, on est riche. Si vous nous remboursez ne serait-ce qu'un quart, si vous faisiez faites un effort. Parce que les pauvres, ceux qu'ils traitent de pauvres, c'est nous. Ceux qu'eux, ils traitent de pauvres, c'est nous, alors que nous ne le sommes pas. Merci. Nous sommes extrêmement riches. Donc, arrêtons. D'accord? Vraiment, ne pensez pas que c'est un débat historique, ancien, machin, qu'on pleurniche. Non, non. Ce que nous faisons est légitime. La France est coupable. Pendant des années, la France a épuisé sans vergogne ni contrôle les ressources et les richesses de l'Afrique. Un manque à gagner irrattrapable pour des générations d'Africains. Les générations actuelles, elles, sont de plus en plus conscientes et désireuses de changer les règles du jeu. Aujourd'hui, les jeunesses du continent expriment leur souhait clair et affirmé de sortir des décennies de répression et d'exploitation en refondant leur relation à l'ancien colon pour l'avènement d'une nouvelle Afrique. Nous en parlions en préambule, la situation instable au Maroc accentue les tensions sociales et alimente la colère de la population. Les Marocains expriment d'ailleurs leur indignation face à cette conjoncture marquée par la corruption galopante, les violations flagrantes des libertés et la normalisation avec l'entité sioniste. Yamina Saïdji.
Étouffé par le Merzen, le citoyen marocain vit un quotidien fait de misère et d'injustice. Subissant marginalisation, chômage, cherté de la vie, tel un étau qui se resserre chaque jour un peu plus, sans qu'aucune issue ne lui soit offerte. Et pendant qu'il lutte pour survivre, le régime, lui, veille à faire taire toute contestation. Les citoyens lambda, militants, journalistes, opposants sont confrontés à la machine répressive qui tourne à plein régime, écrasant tout sur son passage. Le Merzen est éclaboussé par un nouveau scandale. Selon le journal espagnol El Confidencial, Mehdi Hedjaoui, numéro 2 des services de renseignement marocains, aurait fui le pays pour se réfugier en Espagne avant de disparaître mystérieusement. Une affaire embarrassante qui vient s'ajouter à une longue liste de scandales et une crise interne hors de contrôle. Notre maison a été démolie. Nous n'avons nulle part où aller. Le régime du Merzen poursuit sa politique d'exclusion sociale. Les biens des Marocains sont spoliés et illégalement attribués à des privilégiés. Je possède l'acte de propriété prouvant que 14 hectares m'appartiennent. Pourtant, ces terres m'ont été arrachées par l'État. Et je ne suis pas seul. Plus de 800 familles vivent le même cauchemar. Menacées d'expulsion, privées de leurs terres, spoliées par le régime du Merzen. Des pratiques ignobles qui poussent le peuple à descendre dans la rue pour protester, notamment contre la normalisation. Parallèlement, la campagne de boycott des produits sionistes prend de l'ampleur. Le mouvement BDS, opposé à la normalisation, a souligné que l'arme du boycott économique est aujourd'hui plus efficace que jamais, affirmant que la voix du peuple est plus forte que n'importe quel accord. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie avec le prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.